à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui on va revenir avec l'ufologie. L'ufologie oui, mais pas avec n'importe qui, avec Michel Rousseau. Bonjour Michel, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Ah bah écoute, moi très très bien aussi, et je suis surtout très honoré de t'avoir sur la chaîne. Alors il faut quand même savoir que tu es donc le réalisateur du fameux film Les Gardiens de la Matrice, hein, dont on a parlé quand même assez bien sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis on viendra aussi éventuellement sur le documentaire que tu as fait par la suite sur les traces des Gardiens de la Matrice, avec notre ami Marc Gray, hein, notamment, et puis où tu reviens donc eh bien, avec les acteurs qui ont joué dans le film en question. Et là, tu vas un petit peu plus loin, donc sur les traces du plateau d'Albion que Jimmy Guilleux avait donc effectivement étudié voici quelques années de ça. Voilà, donc aujourd'hui, donc en fait, on va te présenter. Donc toi, tu es en fait donc un passionné de façon d'ufologie, pour commencer. Ufologie et pas seulement en fait, hein, parce qu'en fait, plus on avance en fait dans les recherches et plus on s'aperçoit que, comme on en parlait une fois ensemble tous les deux, plus on s'aperçoit que tout est lié en fait. Bien sûr, absolument, c'est ça, c'est ce que j'ai toujours en fait sur la chaîne, c'est que en fin de compte, on peut prendre l'ufologie comme elle est, mais il faut prendre en compte absolument tous les tenants et aboutissants qui sont liés donc à cela, et voilà, je pense qu'il faut absolument ne rien rejeter en général, aucun détail. C'est une véritable enquête, c'est passionnant. Euh, donc oui, donc on disait donc tu es passionné d'ufologie. Alors tu es aussi donc réalisateur, comédien, doubleur, hein, ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Et donc voilà, donc tu as vraiment donc alors justement la question toute toute pour repartir depuis le début, Michel, comment est-ce que toi tu t'es intéressé d'abord à l'ufologie. Après on parlera du reste naturellement. Alors l'ufologie, moi, ça a commencé quand j'étais adolescent, avec la vague belge. euh, de- donc voilà, moi, ça a vraiment commencé comme ça, parce que en fait, quand je regardais les infos, j'étais vraiment stupéfait quand je voyais les images, quand je voyais les commentaires aux journaux télévisés, etc. Je disais, mais c'est incroyable cette histoire. Donc j'ai commencé à m'y intéresser de près. J'ai lu pas mal de bouquins, donc des références, justement, comme tu disais, Jimmy Guilleux. À l'époque, Jean-Claude Bourret était pas mal connu. Il y avait Jacques Vallée aussi, qui avait sorti un bouquin qui était pas mal du tout, qui s'appelait Autre Dimension, et qui commençait déjà à parler de l'ufologie, mais sous un autre angle, qui était assez intéressant, parce qu'il voyait l'ufologie en rapport avec notre histoire, avec donc l'évolution de l'ufologie avec notre histoire, et il voyait tous les parallèles qu'il y avait, et justement, comme on disait tout à l'heure, il y a des choses à mettre en commun. Par exemple, il parle de l'histoire de Fatima, qui s'est passée en 1917, en rapport avec l'ufologie. Et donc, il ne faut pas cloisonner tous ces sujets, toutes ces histoires, parce qu'en fait, on s'aperçoit que tout est lié. Voilà. Donc, moi, l'ufologie, dès le départ, donc, dès que j'étais adolescent, j'ai commencé à voir l'ufologie de cette manière. Et je pense que Jimmy Gueux avait aussi une certaine vision des choses. Il avait accès à certains types de documents. Alors à l'époque, quand il a commencé l'ufologie, enfin, quand on le voyait plutôt dans les années 90, quand il passait dans les émissions de Chavannes, etc., tu te souviens, bon, c'était tout le monde éclatait de rire. Mais j'essayais de garder quand même un œil attentif, parce que c'était une personne qui, à mon avis, savait quand même pas mal de choses. C'était pas un rigolo, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est un initié d'ailleurs, Jimmy Gueux, hein, et puis en plus voilà, c'est même Guy Tarat qui en parlait dans une interview. Et puis voilà, donc c'est vraiment, c'était loin d'être un schtroumpf, c'est le cas de le dire. Bon, et comme tu le sais, encore même maintenant, hein, je veux dire, si on parle d'ufologie, encore faut-il qu'on en parle dans les journaux, et ça devient de plus en plus rare. Ça, on y reviendra aussi. Voilà, à cette époque, comme tu dis, 80-90, peut-être éventuellement début 2000, on en parlait assez bien dans les grands journaux, et puis voilà, depuis quelques années, il y a une sorte de silence radio, hein, on peut le dire comme ça. Alors, est-ce une volonté, je suppose. Euh, voilà. Alors Jimmy Gueux, oui, justement, ça c'était vraiment quelqu'un de formidable. Bon, il a un charisme, c'est vrai que
on en reparlera bientôt sur la chaîne aussi. C'est un homme, on ne peut pas passer à côté de lui parce qu'effectivement, il allait dans tous les sens, sur tous les sentiers, et puis pour étudier justement tous les mystères finalement de la vie. Oui, et puis il avait une base de données qui était quand même assez intéressante avec tous les témoins auxquels il avait accès. Bon, c'est des personnes aussi comme Jean-Claude Bourret qui a été dans la gendarmerie, etc., qui ont quand même eu accès à certains documents. Donc ce sont des personnes qu'il faut, je pense, écouter avec attention. Et moi, tu vois, dans l'ufologie, je reste toujours très proche des témoignages, en fait. Je pense que c'est la base en fait de l'ufologie, c'est de rester sur les témoignages. Alors bien sûr, il y a énormément de personnes qui disent bah, il n'y a pas de preuves, etc. Mais l'ufologie a énormément évolué. Pourquoi? Bah, parce que maintenant on a accès à énormément de données. On a des documents qui sont déclassifiés. Avant, on n'avait pas tous ces documents qui sont déclassifiés, auxquels on peut avoir accès par Internet. On ne les avait pas, tous ces documents-là. On a énormément de livres qui sont sortis depuis, avec j'en parlais tout à l'heure, il y avait Jacques Vallée qui parlait de ça, il y a John Mack aussi sur les abductés, il y a Roger Leir en fait, qui a parlé aussi pas mal des implants extraterrestres, donc c'est ultra intéressant, parce que toutes ces données-là, on ne les avait pas, justement dans les années 90, début des années 90, on ne les avait pas. Et donc, toutes ces données, je pense qu'il faut tout prendre en commun, même aussi les cas de mutilation de bétail, les analyses qui ont été faites, les analyses scientifiques qui ont été faites aussi bien sur les analyses de bétail que sur les crop circles, parce qu'il y a des analyses scientifiques qui ont été faites, et malheureusement, il y a très peu de personnes qui en parlent. Donc, il y a différentes visions des choses. Si on commence à parler de crop circle, malheureusement, la plupart des gens, bah, ils vont parler oui, peut-être, peut-être pas, ils vont parler de dessin, etc. Et moi, dès le départ, j'essaie en première base de regarder ce qui s'est fait de manière scientifique. Et une fois que j'ai vu ce qui s'était passé de manière scientifique, je privilégie les témoins. Et j'essaie d'associer les deux. Donc j'ai pas une vision tu vois, soit totalement scientifique, soit totalement entre guillemets illuminée, tu vois. J'ai ce regard en essayant d'associer les deux. Et je trouve que le problème qu'on a encore de nos jours, c'est que les personnes sont soit d'un côté, soit de l'autre. Donc ils sont soit scientifiques, soit on laisse tout rentrer et l'imaginaire peut aller très loin, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a une voie qu'on peut prendre et qui est d'associer les deux. Parce que c'est tout à fait possible, parce qu'il y a énormément d'analyses scientifiques qui ont été faites. Hein. Il n'y a pas rien, hein. Il y a quand même une foule de choses qui ont été faites. C'est vrai que toi tu parles de la science, c'est vrai que on se souvient tous des écrits de Jean-Pierre Petit qui a quand même, faut le dire aussi, défrayé la chronique avec cette histoire du mythe, hein, la fameuse affaire Humeau. C'est vrai que ce scientifique a quand même été un des premiers, on va dire, à vulgariser justement cette explication comme quoi les ovnis pourraient se déplacer à vitesse grand V avec la fameuse MHD, etc. Bon, alors naturellement, maintenant on peut dire que tout ça est un petit peu révolu, un peu vieux comme étude, etc. Mais c'est quand même toujours intéressant de se dire que voilà, il y a quand même, comme tu viens de le dire, il y a toujours moyen d'expliquer, en tout cas, d'essayer d'expliquer de façon et rationnelle et aussi, et pourquoi pas, plus ésotérique, plus illuminé, entre guillemets, un phénomène comme ça. Parce que, bon, il faut quand même jamais oublier que, étant moi-même d'ailleurs témoin quand même à 5 ou 6 reprises de vision ovni quand même sur 40 ans, on est quand même toujours seul. C'est quand même quelque chose qui est très individuel en fin de compte. Et c'est ça que je dis, bon, quand j'ai reçu Dan par exemple pour l'abduction, etc. Voilà, il y a énormément de critiques qui ont été faites. En fait, moi ce qui m'intéressait, on va pas parler de Dan forcément durant l'émission, mais c'est simplement pour donner un exemple avec ça. Après, on va rebondir sur les témoins que toi tu as eus. C'est vrai que l'écoute est très importante. C'est quelque chose qu'on ne fait plus. Actuellement, on critique, on juge directement et on met au bûcher finalement une personne qui a quelque chose à dire, de différent, voilà, qui n'est pas commun. Alors après, sans rentrer dans le débat vrai-faux, ce qui est important, c'est de nouveau pouvoir écouter. Après, il faut quand même se dire que, entre autres, et Dan et puis d'autres témoins, il y en a des centaines, quoi. Il y a des centaines de milliers, en fait. Mais qui ne parlent pas non plus.
Donc en fait, c'est ça qui est très important, c'est de pouvoir écouter, et on n'est plus à cette écoute. Et en fait, ça va au-delà de ça, tu vois, c'est pas le témoignage en lui-même, c'est de me dire en fait que nous sommes soi-disant au XXIe siècle, et qu'en fin de compte, on réagit toujours comme au Moyen Âge. C'est un petit peu, voilà, il Oui, y oui, mais a... de toute façon, ça ne changera pas, hein, parce que de toute façon, tout ça s'évolue depuis la nuit des temps. Parce que justement, bah, j'aime bien justement le nom de ta chaîne, Les Sentiers du réel. Le problème qu'on a et qu'on a toujours eu, c'est qu'on a voulu toujours donner une vision du réel. C'est-à-dire que maintenant, bah, il n'y a pas de place pour la réflexion, il n'y a pas de place, dès que tu commences à parler de quelque chose, bah, on le voit quotidiennement. Tu passes pour un complotiste, voilà, tu n'as pas le droit de te poser des questions, de t'interroger, de te renseigner. Et bah, ça, je m'en fous parce que de toute façon, maintenant, c'est ce que je te disais, on a accès à tellement de données, on a une base de données qui est tellement énorme, bah, aussi bien en ufologie que d'autres choses, hein. C'est vrai que même pour en revenir au film, l'ufologie, je dis souvent que l'ufologie a été un prétexte pour le film. Donc, quand tu vois le film, c'est vrai qu'il y a certains passages qui traitent de l'ufologie, mais la question essentielle, à mon avis, dont personne ne parle maintenant, même quand tu le vois dans les politiques, avec l'élection présidentielle, etc., je pense qu'un des sujets essentiels qui arrive à très 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 grands pas, c'est le transhumanisme. Et là, ça arrive de manière précipitée. J'ai vu encore avant-hier un documentaire à la télévision sur le transhumanisme, sur ce qui se passe en ce moment depuis ces tout derniers mois, hein, aux États-Unis. C'est effrayant, c'est effrayant. Parce qu'ils sont vraiment capables maintenant de faire des choses incroyables. Mais avant, on disait, bah, dans quelques années, ça va arriver, alors que maintenant, c'est en place. C'est vraiment en place. Vous avez un candidat, lors de la dernière élection présidentielle aux États-Unis, un candidat qui parlait que de ça, du transhumanisme. C'est un gars qui ne veut absolument pas mourir et qui fait tout au quotidien pour essayer de faire avancer la science. Donc, il va y avoir des entreprises qui sont spécialisées dans la génétique, etc., pour essayer de voir où c'est qu'on en est, pour essayer de reculer au maximum l'espérance de vie. Mais ça en devient presque affolant, parce que quand on voit ce qu'on est capable de faire et les manipulations qu'ils sont en train de faire, bah, moi, ça me fait très très peur parce que ça va vraiment à une vitesse grand V. Là, actuellement, vous avez une entreprise aux États-Unis où vous pouvez, pour 20 000 $, vous pouvez choisir le sexe de l'enfant, vous pouvez choisir la couleur de ses yeux, vous pouvez choisir même le timbre de sa voix. Alors ça, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, mais tu peux carrément choisir. Par exemple, je veux un garçon qui a une voix très grave, avec des yeux bleus, avec telle capacité. Bon, bah, c'est bienvenu à Gattaca, quoi. Voilà, on y est carrément. Et voilà, pour 20 000 $, on peut le faire maintenant. Voilà, c'est même plus ça va être créé ou c'est. Non, c'est en fonction, c'est maintenant. Voilà. Donc ça fait très peur. J'en parle justement dans le film, justement du transhumanisme, parce que le problème qu'on a, c'est que maintenant qu'on a compris, enfin moi, c'est mon idée, hein, cette idée de, rien que le titre de mon film qui s'appelle Les Gardiens de la Matrice, moi mon idée c'est que nous sommes vraiment dans une matrice qu'on a été mis ici, nous sommes programmés. Donc moi, c'est vraiment on le voit très bien de toute façon dès la naissance. On est programmé pour vivre. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs à Marc Gray. Je dis, moi, le truc qui m'étonne toujours, c'est qu'à la naissance, la première réaction qu'on a, c'est qu'on veut vivre à tout prix. On veut manger, on veut respirer. Pourquoi est-ce qu'on ne se laisse pas mourir, par exemple? Donc on est totalement programmé dès le début. Et là, on le voit très bien justement avec le transhumanisme, ben, on va aller le plus loin possible, on veut vivre au maximum, rester au maximum dans la matrice. Et pourquoi vivre tant d'années? Moi, un des buts pourquoi j'ai fait ce film, parce que je me dis que j'arrive à 40 ans, bon ben voilà, j'ai fait ma vie, j'ai un métier correct, où je vis vraiment correctement, j'ai des enfants, j'ai une femme, tout va bien, donc ça commence à devenir entre guillemets métro boulot dodo. Donc, à quoi ça sert de vivre si je dois répéter, si je dois faire la journée de la marmotte, tu vois? Donc, c'est un truc que je me questionne quotidiennement en me disant, d'accord, je vis, mais c'est quoi? Est-ce que c'est profiter de la vie, dire, oh, tous les jours, bah, je bouffe ce que j'ai envie, je profite au maximum. Ça commence, si tu veux, à me titiller, mais c'est marrant parce que mon père m'en avait parlé il y a quelques années, il me disait, mais tu verras, à partir de l'âge de 40 ans, tu réfléchis plus du tout de la même manière. Il dit, tu vois les choses complètement différemment, parce que justement, bah, on dit souvent la crise de la quarantaine, mais c'est vrai qu'une fois que tu as commencé à faire une partie de ta vie, où tu te dis, bon bah voilà, entre guillemets, maintenant c'est casé, tout est parfait, on arrive à avoir une certaine stabilité,
moi, souvent, je me dis, mais bon, c'est bien de continuer à vivre, je le fais aussi pour ma famille, pour continuer à faire vivre ma famille, etc. Mais il faut aller plus loin en se disant, mais pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Parce que on agit comme des fourmis, de manière mécanique, quotidiennement. Et moi, je suis étonné de voir que, en fait, même quand tu vois des événements comme l'élection présidentielle et tout ça, que les gens ils se prennent la tête là-dessus, ils sont totalement impliqués et tout. C'est La division est incroyable. parfaite, hein. La division est parfaite, ça fonctionne très très bien. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que ce qui est incroyable, c'est que, bon, bah voilà, comme je dis, bon, toi, tu as à peu près le même âge que moi, je suppose. Bon, on a vécu des élections présidentielles. Et à chaque fois, ça se passe de la même manière. À chaque Voilà, fois. exactement, exactement. Voilà. Voilà, on va pas parler de politique, mais ce qui est rigolo, voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour dire que voilà, on est dans une matrice et qu'il y a des choses qui sont mécaniques, qui sont, programmées. Donc la politique est aussi un programme qui se répète. Même le langage, Michel, même le langage, quand tu discutes avec des amis, avec ta femme, avec des personnes qui ne sont pas forcément ouvertes éventuellement à tout ce qu'on traite ici sur la chaîne et ce que toi tu as donc justement réalisé comme film et documentaire, eh bien ce sont des personnes qui restent en fait inaccessibles. Il y a comme apparemment des pistes, on va dire, hein, des tracks en anglais, hein, comme sur un CD, qui sont vraiment inaccessibles. C'est vraiment, voilà, ou sur un disque dur, on va dire plutôt des dossiers protégés, voilà, où il est absolument impossible de discuter sur tel ou tel plan, avec telle ou telle personne, avec de tel ou tel sujet. Mais tout à fait, mais je crois que ça fait partie du programme. Plus j'avance dans mes recherches, dans ma vision des choses, et plus je vois que même, tu vois, des personnes qui sont abductées, il y a une très grande partie des abductés qui sont dans le déni, qui sont programmés, qui ont une certaine vision des choses. Alors, il y a celles qui vont totalement changer de vie, hein, qui vont avoir une vision des choses totalement différente, qui vont voir la vie d'une manière différente, agir autrement. Et puis, il y en a d'autres qui sont totalement dans le déni et qui sont absolument terrorisés et qui ne veulent plus du tout en entendre parler. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui est voulu. À mon avis, qui est voulu, qui est programmé. Oui, on pourrait comparer ça un petit peu aux personnes qui ont vécu notamment des expériences de NDE, hein, de EMI, expériences de mort imminente. Et donc voilà, effectivement, c'est ça. Hein, tu voyages, tu reviens, tu vas de l'autre côté, on te dit que c'est pas ton heure, tu reviens ici sur Terre, en tout cas ici bas, et à ce moment-là, effectivement, il y a une transformation qui fait que normalement, on est censé mieux vivre, en tout cas cette vie ensuite. Parce que tu posais la question, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis ici, pourquoi est-ce qu'on est dans la matrice, mais on l'aura compris. En tout cas, nous, maintenant, en commençant à s'intéresser à tout ça. Parce qu'on dit bien aux auditeurs qu'on n'est pas là pour dire qu'on a la science infuse et qu'on a complètement toutes les solutions et les réponses, parce que de toute façon, encore une fois, si c'était le cas, on ne serait plus ici. On ne serait plus ici à vous parler. On serait plus ici à vous parler sur YouTube, ça n'aurait aucun intérêt. Et puis de toute façon, je pense qu'on ne pourrait même pas non plus le faire de cette manière. C'est pour ça donc je dis un petit clin d'œil à tous ceux qui se prennent pour des gourous. Et puis après ça, tu as oui, bon, en fait, c'est ça. Donc, est-ce que ça nous permet pas finalement, à toi, moi, éventuellement ta famille, je l'espère, de mieux vivre cette vie justement terrestre, en connaissance de cause, en sachant finalement certaines disons parties de l'iceberg, en voyant certaines parties de l'iceberg, parce qu'encore une fois, voilà, il est énorme Oui, l'iceberg. exactement. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. C'est sûr que moi, le but, c'est de me dire, bon, j'ai une vie, comme je te dis, j'ai fait une partie de ma vie qui est totalement mécanique, et j'essaye de sortir en fait de cette mécanique et de me révéler moi-même, parce que je m'aperçois qu'en fait, nous sommes très peu de monde à essayer de s'affirmer soi-même, parce qu'on est totalement verrouillé, tout est absolument bloqué, comme je disais tout à l'heure, bloqué par le métro boulot dodo. Et ce que je trouve génial, c'est que tu vois, il y a des chaînes comme la tienne, comme plein d'autres qui sont en train de se développer. On voit que on est passé de la société de consommation et de loisirs à une société de plus en plus
spirituel en quête de tout ça, tu vois. Et je pense que là, on est en train de vivre le début de quelque chose, une nouvelle ère, tu vois. Oui, tout à fait. Bah, c'est ce que d'ailleurs certains écrits disent avec l'ère du Verseau, hein, notamment, où on va effectivement aller peut-être vers justement plus de spiritualité, voilà, et quitter donc un petit peu finalement cette vie terrestre matérielle, on va dire plutôt. Et surtout égocentrique, parce que ça, on est encore loin de, de, de sortir disons, de guérir de ce fameux fléau. Qu'est l'égocentrisme? Mais virulent, hein, parce que l'égocentrisme, il en faut un tout petit peu, mais voilà. Je parle du virulent, de celui qui tâche, on va dire. Alors revenons à nos moutons et surtout à nos extraterrestres, à toute cette histoire. Alors c'est vrai que tu disais au début de la vidéo que finalement ce film, Les Gardiens de la Matrice, qui, on le rappellera, est disponible en location, je pense, hein, et en l'achetant aussi. Donc toi tu présentes effectivement alors une ou deux vérités, ou trois vérités, quatre vérités. Tu n'es pas là pour dire effectivement voilà ceci est la vérité, ce sont des témoignages, tu t'es inspiré de témoignages précis et confidentiels, et puis ce sont des choses qu'on peut retrouver de façon encore une fois partout dans le monde, hein, quelle que soit la religion, les traditions, le mode de vie, etc., le milieu de vie aussi. C'est ça qui est formidable, c'est ça qu'il faut quand même déjà, déjà cette ouverture d'esprit de se dire que non, ce n'est pas que nous, occidentaux, qui vivons ce genre de choses. Ça peut être n'importe quel, peut-être, esquimau, amérindien, ou que sais-je. Bon, encore une fois, il faut peut-être expliquer ça avec leurs mots, etc. Mais toi, c'est vraiment ça. Le but, c'est de finalement essayer de faire ouvrir un petit peu les consciences et finalement se faire poser les bonnes questions. Enfin, bonnes questions, encore que il n'y a pas mauvaises et bonnes questions, mais en tout cas, se poser déjà des questions, c'est déjà énorme, hein, puisque justement, nous sommes dans une société où la plupart de la population est quand même assez zombifiée et ne se pose même plus des questions existentielles, justement. Alors, le plus dur, en fait, dans cette idée de faire un film, j'ai mis 2 ans et demi quand même pour le faire, hein. Ça a été très dur au point de vue du scénario parce que je voulais pas aller dans une ligne. Le piège, c'était justement, et le piège qu'on a tous, hein, c'est de se faire une idée et de dire bon bah ça y est, j'ai la vérité, j'ai trouvé. Et c'est pour ça que dans ce film, il y a énormément d'indices, il y a énormément de flou. Qui laisse la voie à plusieurs interprétations, plusieurs sentiers, on va dire, du réel. Et j'ai caché, il y a énormément d'indices dans ce film. Donc il y a plusieurs visions. Soit on le regarde entre guillemets en touriste, comme un film, on va dire un peu de science-fiction, soit on le regarde avec un œil un peu plus averti, en regardant tous les détails qu'il y a à l'intérieur, parce que même Marc Gray, qui connaît quand même pas mal de choses en ufologie, il m'a dit, je l'ai regardé plusieurs fois parce qu'il y a plein de choses que je n'avais pas remarquées au début, des trucs qui sont cachés. Et donc, il y a eu un gros travail là-dessus. J'ai mis environ 25 ou 26 choses cachées dans le film. Donc ça peut être tout bête. Là, je peux en citer un. Par exemple, il y a un avion qui passe à un moment, et sur la queue de l'avion, normalement, où ça doit être écrit le nom de la compagnie, Air France ou ce que tu veux, j'ai mis Dulce, la base de Dulce. Donc quelqu'un qui connaît l'ufologie, bah, ça va tout de suite lui faire tilt et il va se dire bon bah voilà, la personne qui est dans cet avion se rend sûrement à la base de Dulce, etc. La fameuse île où on filme notamment, d'ailleurs, on prend des photos et on fait passer ça pour notamment des expéditions sur Mars, hein. C'est bien ça, hein, Michel? C'est la fameuse base militaire où il s'est passé pas mal de choses avec le témoignage de Phil Schneider qui avait raconté tout ce qui s'était passé. Donc il y avait plusieurs niveaux dans cette base et c'était une base à la fois militaire et extraterrestre et Phil Schneider a été assassiné une fois qu'il a divulgué tout ça, quoi. Donc voilà, il y a plein... Oui, j'ai confondu avec l'île de Devon, effectivement. Oui, je m'en excuse, c'est complètement à côté de la plaque. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment tous des petits indices comme ça
c'eût été d'ailleurs marrant de... Tu as même lancé, je crois, sur Facebook, hein, quand tu as sorti ton film, tu as même demandé aux auditeurs et aux spectateurs et à ceux qui avaient donc vu le film d'énumérer justement les indices. Hein, mais ça n'a pas été évident, hein, apparemment. Ouais, mais j'avais commencé en fait sur Hmm. Facebook, j'en avais mis 7 en fait, au fur et à mesure des semaines, j'en mettais 7. Et puis ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait on n'en a pas parlé, mais j'avais fait un crowdfunding pour terminer le film. Parce que mine de rien, voilà, le film a coûté assez cher à réaliser, ça paraît pas, mais moi je peux le dire, hein, j'en ai eu pour 7000 euros pour réaliser ce court-métrage. Donc c'est énormément d'investissement de temps et puis d'argent. Et puis vers la fin, malheureusement, bah, j'avais investi tout mon argent et j'arrivais plus à m'en sortir parce qu'il il fallait terminer notamment certaines parties avec de la musique et je voulais vraiment avoir certains plugins, certaines choses que je ne disposais pas, donc que je devais acheter. Et puis j'étais un peu bloqué. On se dit par les capacités de mon ordinateur, etc. Parce que bon, c'est quand même, il y a énormément d'effets spéciaux qui ont été faits et tout ça, donc ça demandait pas mal de capacités sur l'ordinateur. Donc j'ai fait un crowdfunding pour terminer tout ça en fait, pour terminer le film. Et une fois que le crowdfunding a été fait, parmi les récompenses, bah, j'ai publié un petit bouquin, tu vois, voilà, on m'a marqué devant la caméra, Les Gardiens de la Matrice, donc qui explique tous les indices en fait plus en détail. Donc ça va de ce que je disais tout à l'heure sur Dulce, sur le transhumanisme, sur le projet Bluebeam qui est un peu évoqué quand même dans le film. Parce que ça aussi c'est quelque chose qui à mon avis est important à signaler parce qu'il y a énormément de gens sur, je vois hein, sur des forums de discussion, sur des groupes Facebook, des gens qui espèrent la fameuse divulgation, quand est-ce qu'on va parler d'extraterrestres. Il y a même des personnes qui disent « moi j'aimerais bien rencontrer des extraterrestres, me faire enlever par des grilles, etc. » Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est, quoi. Toutes les personnes qui se sont fait enlever, ce n'est pas une partie de plaisir. Et puis ce qui est en train de se passer, justement, moi qui m'a pas mal surpris aussi ces derniers mois, c'était pendant la période où je faisais le film, c'est la déclaration de la NASA, du patron de la NASA, Stéphane, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, qui a déclaré que d'ici 10 ans, on aurait des indices de vie extraterrestre et d'ici 20 ans, on aurait les preuves scientifiques de vie extraterrestre, voire un contact. Et là, ça a commencé à faire tilt parce que je me suis dit, s'ils disent ça, s'ils ont vraiment un agenda en disant, bon, bah voilà, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, c'est qu'ils sont déjà bien entendu au courant, mais qui nous préparent à quelque chose. C'est-à-dire que là, une annonce comme ça, moi je le vois comme un trailer. Pour moi, c'est carrément une bande-annonce pour nous annoncer un film. Donc il va se passer quelque chose. Et j'étais en train de me dire, pendant que je faisais le film, cette déclaration est incroyable. Parce que on ne peut pas, du jour au lendemain, à mon avis, tu vois, moi, on n'en a pas parlé, mais avant de faire ce film, moi j'ai des études de communication, une formation en communication. Et je me disais, si tu devais être à la place de quelqu'un qui devait faire la révélation extraterrestre, comment tu t'y prendrais? Est-ce que du jour au lendemain, tu fais une déclaration comme ça, télévisée, tu prends rendez-vous auprès des journalistes et tu fais ta déclaration en disant on a découvert des extraterrestres, etc. Ou est-ce que tu n'essaierais pas de mettre la chose en scène? Et à mon avis, ils sont en train de mettre la chose en scène. Pour moi, ça, c'est un trailer en disant, bon, bah voilà, il va se passer ça d'ici 10 ou 20 ans. Tu vois au fur et à mesure, comme par hasard, on a découvert, on commence à parler de l'eau sur Mars, on commence à parler de bactéries, on commence à parler d'autres planètes. Récemment, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était sur quelle planète qu'ils ont découvert des possibilités de traces de vie, etc. Donc bientôt, ça va être des micro-organismes. Et si on veut vraiment faire les choses comme dans un film, c'est-à-dire préparer la population pour pas que ça parte dans tous les sens, ben on va commencer par de l'eau, après on commence par des micro-organismes, et puis on avance petit à petit. Après on dit tiens, on a découvert une planète avec de l'atmosphère. Ah tiens, comme par hasard, on s'aperçoit que
les travaux de MHD, etc., sont allés un peu plus loin, et puis on s'aperçoit qu'on peut aller bien plus vite que la lumière, et que finalement, il serait tout à fait possible qu'il y ait des entités extraterrestres qui voyagent, etc. Donc si on devait vraiment bien faire les choses, on ferait dans cet ordre. Et je m'aperçois qu'au fur et à mesure des mois, comme par hasard, c'est ce que je pensais, voilà. Toute la mécanique est en train de se faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, toute la programmation, tout est déjà prévu à l'avance. Donc ce qu'est en train de faire la NASA, pour moi, c'est le début du projet Bluebeam. Mais la divulgation, pour moi, ça ne va pas être une partie de plaisir. C'est pas les extraterrestres sont nos amis, ils vont venir nous sauver. C'est pas ça du tout. À mon avis, le but de tout ça, c'est de confiner la population mondiale, de continuer, parce que de plus en plus on s'aperçoit que les gens ont moins confiance en politique, hein, on le voit bah, là même encore. Hein. Le but, ça va être de mettre les gens dans une certaine situation de danger, de peur, et pour que les gens soient protégés, entre guillemets, par l'armée, par les politiques, et redorer le blason de ces organismes, de l'armée et des politiques. Voilà, à mon avis. Et comme des moutons, je pense que c'est pour tout doucement nous amener vers justement peut-être nos vrais patrons, hein, en tout cas ceux du monde de l'invisible, en tout cas ceux qu'on ne connaît pas, et puis peut-être voilà, petit à petit nous les faire... Et pourquoi on a le développement de la puce RFID, pourquoi on a le développement du transhumanisme, etc. Mais tout est lié. Tout est prévu, donc l'humain va devenir une sorte de robot qui va être complètement fiché. Bon, ça on le sait, hein, la puce RFID c'est pas nouveau, mais c'est pareil, c'est au quotidien que tout est préparé. Et puis bah, l'emprise du gouvernement avec la fameuse peur des intrusions étrangère bah, va prendre une dimension de plus en plus intense, si bien qu'il faudra, attention, ne sortez pas chez vous après 20h30, quoi, ça sera ça. À mon avis, tout est prévu pour que tout soit verrouillé. Voilà. Donc moi, ça me fait plutôt peur. Donc ça, c'est quelque chose que peu de gens parlent en ufologie. Il y a énorme, soit on va parler de Tollet-Boulon, soit on va parler d'extraterrestres, soit on va parler de New Age, etc. Mais je pense qu'une grande partie de l'avenir de l'ufologie, c'est de s'intéresser à ça. Et que derrière l'ufologie, il y a des êtres humains qui se servent de tout ça. Voilà. Et on le voit quotidiennement avec toutes les informations qui sortent. Et quand on essaie de reconstituer le puzzle, on s'aperçoit que tout est prévu. Voilà. Ce sont des sortes de collaborateurs finalement de cette espèce finalement inconnue. De toute façon, l'homme, on le sait très bien, a toujours été finalement et soit allié, soit traître. Finalement, il y en a énormément dans l'histoire des traîtres. Je pense que c'est triste à dire, mais une partie de l'humanité, en tout cas, une partie, disons, de niveau, disons, de fréquence, de compréhension par rapport à certaines personnes malfamées, ont, je pense, comment est-ce que je vais dire, le réflexe de la survie. Et à ce propos, donc, ils sont prêts justement finalement à tuer parents et enfants pour survivre en fait. Donc c'est un petit peu ça, la collaboration que je dénonce ici, parce que c'est encore une fois cet ego qui de nouveau revient au grand galop. Et si on pouvait simplement se reconnecter à la source, à ce que nous sommes finalement vraiment, eh bien je pense que toutes ces guerres et puis tous ces conflits n'existeraient pas. Je pense que la puce RFID est aussi en partie de notre faute. Si elle est actuellement existante, c'est parce que nous en sommes là. Nous en sommes à ignorer tout ce que tu énonces, et tout ce que Marc énonce aussi, entre autres, Paul Ponceau, je pense à tout finalement, voilà, ces personnes qui osent se mouiller et parler finalement Rock Soccer dans Top Secret, etc. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est ce travail-là qui doit être fait, ce travail d'information. Et encore une fois, c'est pas une question de négativité et de descendre simplement voilà, l'énergie et puis peut-être
d'encourager les personnes à aller se suicider directement. Non, non, justement pas. Je pense qu'on est né quand même ici sur Terre, en tout cas dans cette fréquence, pour quelque chose. Et voilà, peut-être justement, c'est peut-être ça la libération. C'est peut-être justement revenir ici pour mieux comprendre les choses avant de repartir, quoi. Pour ne pas retourner, mais bon là c'est un autre débat, mais pour ne pas à chaque fois reproduire ce fameux disque rayé quelque part. C'est vraiment ça, hein. Ah bah moi c'est ce qui me fait peur, hein, justement le problème de la réincarnation. Il y a des personnes, il y a des courants religieux qui voient ça très très bien. Moi, si j'avais le choix, j'espère ne pas pouvoir revenir. Parce que justement, une fois qu'on a compris tout ça, on se dit, ou alors revenir à ce moment-là dans une autre dimension. Parce que plus ça va, plus j'ai compris en fait qu'il y a actuellement, au moment où je parle, il y a plein de réalités différentes. C'est ce que je dis souvent. Au moment où je parle, il y a moi qui est en train de jouer peut-être quelque part au football, et il y a moi qui est en train de rire, il y a moi qui est en train de pleurer. Et donc je suis dans cette ligne de temps, mais la ligne de temps que toi et moi on vit, et qu'on vit tous, là, elle est, moi, elle me convient pas. Elle ne me convient pas parce que on n'a pas la capacité de se réaliser. On est coincé, on est sans arrêt bridé par plein de choses, par cette société en fait qui fait tout pour nous brider. Et ça ne m'encourage pas trop. Alors il y a des gens qui voient la réincarnation comme quelque chose de très bien pour le courant New Age, en se disant bah voilà, on va s'améliorer pour revenir à la source. Moi, je pense qu'il y a un problème dès le départ. Le problème qui me fait vraiment très... Enfin, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que voilà, on arrive sur Terre alors qu'on n'a aucune mémoire. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'on atterrit dans un corps physique, qu'on se rend compte qu'on a... Bon, quand on étudie justement tout ça, quand on fait des régressions hypnotiques, bon, je pense que c'est quelque chose qui est pas loin d'être prouvé quand même, que la réincarnation existe quand même. Donc on s'aperçoit que notre mémoire est quand même effacée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vraiment c'était une partie de plaisir où on devait, entre guillemets, s'améliorer à chaque réincarnation, faire de mieux en mieux, eh ben, le disque dur, il resterait quand même, il y aurait quand même de l'information sur le disque dur. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on repart à zéro. Et ça, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas normal. Après, chacun a sa vision des choses, mais se réincarner et recommencer à zéro à chaque fois, pour repartir de rien, réapprendre entièrement une langue, se retaper tout ça pendant l'enfance, aller à l'école, etc. Moi, ça me donne pas spécialement envie, hein. Bon, il y a des gens qui voient ça d'un très bon œil, mais bon. Voilà, moi, si je peux, tu vois, si j'arrive en faisant une NDE, que j'arrive au bout du tunnel, moi, je crois pas que j'irai vers la lumière, parce que dès que tu vas vers la lumière, bah, tu te réincarnes. Et moi, j'essaierai de voir s'il n'y a pas d'autres passages. Alors, je sais que c'est peut-être vivre dangereusement, mais ça, c'est pareil, c'est un courant de pensée qu'on trouve partout, avec le fameux tunnel, avec la lumière. Il faut aller vers la lumière, etc. Moi, j'ai pas spécialement envie d'y aller, tu vois. Je pense que cette lumière, c'est peut-être un piège, voilà. Ah, ça c'est intéressant parce que en fait, j'en ai déjà parlé avec Marc et Claude Trax en a aussi parlé notamment dans une de ses conférences, qu'effectivement il y a à mon avis des pièges à éviter de l'autre côté. Et ça on le saura malheureusement ou pas quand on sera de l'autre côté, qu'il y a effectivement, ben, on va dire un petit peu comme dans les rues commerçantes, tu sais, où tu as tel ou tel restaurateur qui veut que toi tu ailles dans tel ou tel restaurant pour t'attirer finalement, alors que toi t'as peut-être pas du tout envie d'aller manger du tout en fait, donc c'est un peu ça. Et la lumière, si tu veux, je la compare toujours à cette fameuse lumière que tu vois, où tu vois les moustiques aller quand il y a une petite lumière, tu sais, à l'extérieur. Et tous les moustiques vont vers la lumière, mais ils se brûlent pour finir. Alors voilà, donc c'est voilà exactement, ou des papillons. Alors pour revenir aussi quand même sur quelque chose de très concret, dans le documentaire justement gratuitement visible, hein, sur YouTube, sur les traces donc des gardiens de la matrice, où justement Marc notamment interviewe donc des personnes et les comédiens aussi qui ont joué dans ton film Les Gardiens de la Matrice. Tu interviews, et ça c'est très important, donc des militaires qui ont travaillé ou qui travaillent encore de façon donc anonyme sur la base Albion.
Donc on en parlait justement au début de l'interview, cette fameuse base où j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller revoir, si possible, cette vidéo, cette cassette, comme il disait Jimmy, sur le plateau d'Albion, qui a été souvent d'ailleurs critiqué, décrié, etc., comme étant voilà, pas très sérieux comme étude, mais encore une fois, voilà, on s'en fiche. Le but c'est de vous faire votre propre idée. Et donc ce qui est important là, c'est on peut quand même pas nier ce genre voilà, de témoignages. Ce sont des militaires et à la fois haut placés et à la fois, je veux dire, quel intérêt à mentir à leur niveau, quoi, avec ce qu'ils ont vécu. Oui, exactement. Bah, moi, bon, ça fait quand même pas mal d'années. Bon, Jimmy Gueux en avait parlé sur ce qui s'était passé, euh, pareil dans les années 90, etc. Et je pense que ça s'est plutôt passé. Tous les gros événements du plateau d'Albion se sont passés jusqu'au démantèlement, en fait, hein, qui s'est déroulé à partir de 96. Et c'est sûr que moi, je le vois quotidiennement. Il y a des personnes qui me disent ben moi, j'ai été militaire à Albion, j'ai jamais rien vu, il s'est jamais rien passé. Ben oui, évidemment, c'était pas au quotidien que ça s'est passé. Il faut savoir aussi que là, dans les témoignages que j'ai eus, ce sont très peu de personnes qui ont été concernées par ce phénomène. Dans un des témoignages, donc on va dire le plus spectaculaire, en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu qu'une dizaine de personnes qui étaient au courant de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une brigade d'intervention qui a été sur les lieux et on a mis au courant que très peu de personnes. On va dire évidemment que sur une base militaire, on ne va pas prévenir tous les militaires en disant alerte rouge, prévenez les médias, c'est la catastrophe, alertez la gendarmerie. Donc, ce qui est intéressant justement à savoir, et qui rentre dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui s'est passé à Albion, des militaires après se sont rendus à la gendarmerie, ont fait un témoignage. Il y a eu quand même 9 militaires qui sont rendus à la gendarmerie pour raconter ce qui s'est passé, et que finalement, le témoignage qu'on voit maintenant, qui est publié sur le GEPAN, vous pouvez aller sur le site du GEPAN pour voir ce qui s'est passé cette fameuse nuit de 1980. Et ben, la version a été totalement édulcorée. Donc c'est ce que raconte mon témoin dans le documentaire qu'on a fait. C'est que voilà, il fallait surtout pas affoler la population de ce qui s'est passé. Donc les militaires, eux, sont venus témoigner, mais après, tout a été édulcoré. Donc effectivement, ils ont raconté qu'ils ont vu des boules de couleur orangée. Ces boules de couleur orangée, finalement, on va dire qu'elles n'étaient pas au-dessus de la base militaire, mais qu'elles étaient probablement au-dessus du mont Ventoux. Donc ça, c'est l'explication du GEPAN. Donc, alors que les boules orangées, bon, les témoins, on l'ont vu au-dessus de la base militaire, c'était pas au-dessus de la montagne. Donc il y a quand même, il y a énormément de faits qui ont été supprimés, bien sûr. Donc c'est resté du niveau GEPAN, c'est-à-dire comme d'habitude, j'ai vu à 3 heures du matin ou à je sais pas trop quelle heure, des boules orangées qui survolaient d'est en ouest, telle trajectoire. Et ça, c'est l'ufologie dont on n'a absolument rien à faire. Je vais être vulgaire, mais on n'en a rien à foutre. Et ça, malheureusement, y a des gens qui, dans l'ufologie, les taules-boulons, qui sont friands de ça. Donc moi, ça m'intéressait, hein, justement, quand j'avais 14-15 ans, je voyais des témoignages, j'ai vu ça, telle heure, donc des témoignages très précis, mais on s'en fout, ça apporte rien à l'ufologie. Il faut aller plus loin. Là, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des personnes qui étaient présentes. Donc, on a quand même dans ce documentaire 3 personnes qui étaient à des époques différentes sur le plateau d'Albion. Donc, une personne, c'était en 1980, l'autre, c'était en 1987, et le dernier, Kirill, qui est un ami de Marc Gray, il avait fait son service militaire, je crois que c'était en 2000 ou 2002, je ne me souviens plus. En fait, il faudrait revoir exactement la date, mais il y a eu quand même plusieurs choses sur cette base. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ces témoignages? On se rend compte que les 3 témoins ont eu des temps manquants. Ça, c'est pas rien. On trouve quand même des points communs. L'histoire aussi qu'il y a eu avec les chiens, on le retrouve dans les 3 témoignages. Il y a des problèmes quand même avec les animaux qui semblent percevoir certaines fréquences. Alors après, l'interprétation, je m'en fous. Il y a certaines personnes qui vont dire c'est peut-être les extraterrestres qui émettent ceci, cela. Non, il y a
il y a des fréquences, il y a quelque chose qui ne va pas, qui sont perçues par les chiens, pour que des chiens s'enfuient tout à coup, partent, escaladent des grillages qui font 2,50 m de haut et se barrent en courant et ne reviennent plus, c'est que quand même, il a dû se passer quelque chose, quoi. Voilà. Et moi, tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de dire bah, j'ai vu une boule orangée dans le ciel, quoi. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça que j'en reviens entre les témoignages avec les gens qui ont vraiment vécu quelque chose et des personnes comme Jean-Pierre Petit, justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est que Jean-Pierre Petit, lui, malheureusement, bah, il n'accorde aucune importance au témoignage parce qu'il dit que ce n'est pas du tout scientifique. Voilà. Donc le problème, c'est ça, c'est que lui, il va s'intéresser, il va se dire bah, comment le vaisseau, est-ce qu'il est possible de faire voler un vaisseau à cette vitesse, est-ce qu'il est possible qu'il atterrisse, etc. Donc lui, il va s'intéresser à tout l'aspect technique, et puis bah, tout l'aspect témoignage, s'en fout, quoi. Et le problème, c'est que voilà, les gens sont cloisonnés, ils ne s'intéressent pas à tout ça, alors qu'il faut réunir toutes ces informations. Ce que fait Jean-Pierre Petit, bah, c'est génial, mais il faut l'agrémenter de tout ce qui va autour. Moi, j'en ai parlé justement à Jean-Pierre Petit. Hein. Moi, ce que je trouve quand même extraordinaire, c'est que Jean-Pierre Petit, j'ai vu plusieurs de ses interviews sur le net. Il fait carrément la révélation qu'il pense avoir eu un implant. Un de ses amis s'est rendu à l'hôpital pour se faire retirer son implant. Lui, ça l'a fait éclater de rire. Il a dit ben, moi aussi j'ai la même chose, mais je m'en fous, j'ai pas voulu aller plus loin. Oui, ça c'est pas normal en fait. Ça c'est pas très normal parce que ouais non moi non plus. Donc si c'est pour donner une information et puis finalement bah, c'est un peu comme une part de gâteau hein, dans le fond t'en veux une, bah non tu l'auras pas et c'est un peu dommage quoi, si on va pas au bout des choses. Alors soit il le dit en tant que finalement être humain, il le dit avec ses tripes, il dit exactement ce qui s'est passé et après on le dit gentiment, écoutez monsieur Petit, n'allez pas trop loin, etc. Voilà, c'est fort possible aussi qu'il soit réduit au silence, mais enfin bon, maintenant il n'est pas non plus en ligne avec nous, donc il peut pas se défendre, mais quelque part, il y a toujours ce problème-là aussi, c'est que tu peux parler, mais jusqu'où? Alors quand tu es quelqu'un lambda, comme finalement, bah, comme toi et moi, on va dire, qui avons vécu quelque chose, bah, finalement on peut le dire, demain de toute façon tout le monde l'oubliera, tout le monde retournera à son tiercé, à sa bouffe et à ses présidentielles, etc. Mais si c'est quelqu'un qui fait partie, et notamment de la NASA, ou des scientifiques, etc., ou des militaires, là, pour le coup, on s'y intéresse, mais on va vite faire en sorte, bah, on l'a vu, hein, on va vite faire en sorte d'étouffer tout ça, quoi, puisque c'est... Bah, le problème, c'est que c'est même pas Jean-Pierre Petit, il dit même pas, puisqu'il en parle de toute façon, c'est que sinon il n'en parlerait même pas, s'il avait pas... S'il devait tenir ça secret, bah, il n'en parlerait même pas. Le problème, c'est qu'il dit que moi, en tant que scientifique, ça ne m'intéresse pas. Dans une autre interview, quand même, il révèle que dans sa chambre d'hôtel, il s'est réveillé en pleine nuit et il a vu des grilles dans sa chambre. Et alors, la personne qui l'interviewe, le journaliste qui l'interviewe, je crois que en plus c'était une interview sur une grosse radio. Hein, la personne qui l'interviewe dit mais c'est quand même extraordinaire ce que vous avez vécu, vous n'avez pas voulu en savoir plus. Il fait mais non, mais ça c'est du folklore. Moi tout ça c'est pas scientifique, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, bon, on va passer sur cette histoire, mais c'est simplement pour voilà, donner des exemples concrets entre les scientifiques qui sont totalement, qui s'intéressent uniquement à leur secteur. Donc, Jean-Pierre Petit, lui, c'est l'AMHD à fond depuis 30 ans, et puis tu lui parles d'autre chose, bah, malheureusement, bah, pour lui, c'est du folklore. Voilà, donc on peut pas... Et donc là, on en revient justement avec peut-être justement déjà ces preuves que nous sommes entourés de personnages presque fictifs autour de nous, qui font partie donc de cette matrice et qui sont là, ben on va dire un petit peu comme des robots, où dès que finalement un ordinateur, voilà, on peut programmer un tas de choses avec un ordinateur. On peut programmer on peut des pas gens. aller. Ouais, tout à fait. Voilà, mais on peut pas. À un moment donné, il y a des limites. Voilà, si t'as pas le code source, on peut pas tout faire. Voilà. Bah, pour qu'un scientifique ne s'intéresse pas à tout ça, c'est que pour moi, il est programmé. Il est programmé. Je vais peut-être surprendre certaines personnes, mais pour moi, j'admire Jean-Pierre Petit pour tout ce qu'il a fait, hein, pour tout son travail. Bien sûr, il est programmé pour pas aller plus loin, quoi.
il est entre guillemets limité. C'est terrible, hein, mais voilà, c'est ma vision des choses. Bah oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors effectivement, c'est comme tu dis, hein, il y a aussi le côté, disons, protection familiale, etc. Je peux comprendre que certains témoins, disons, arrêtent de témoigner puisque on leur fait telle ou telle menace. Je peux comprendre que sous l'intimidation, ça peut fonctionner très très bien. Maintenant, en plus de ça, c'est vrai que comme tu le disais, une abduction, c'est pas une partie de plaisir. Enfin, on suppose en tout cas, vu les nombreux témoignages qui ont souffert de tout ça, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Et donc, je défie d'ailleurs toute personne se faisant abducter, revenir, dire voilà, on a passé une bonne soirée, on a été prendre un pot avec tel ou tel reptoïde sur telle planète. Je pense que. Alors après, il y a quand même, comme dit souvent Marc Gray, et je suis d'accord avec lui, hein, il y a quand même la carotte, hein, c'est-à-dire que vous avez des abductés qui, comme par hasard, reviennent avec des dons, et qui ont une vision de la vie totalement différente et qui disent bah, finalement ça a été une épreuve terrible, mais je vois la vie autrement et maintenant j'ai des dons, ils m'ont fait des cadeaux entre guillemets. Mais moi, et je pense que je suis d'accord avec Marc Gray là-dessus, je pense que ce sont des carottes et qu'ils se servent en fait des humains pour obtenir ce qu'ils veulent et faire croire qu'en fait ils nous veulent du bien. Mais s'ils nous voulaient du bien, je pense que ça serait depuis longtemps quand même. Voilà, je pense qu'ils seraient quand même un petit peu manifestés, quoi. Donc tout est fait sous le manteau. On a encore le phénomène de la mémoire effacée, hein, tous ces témoignages où les témoins essayent d'ouvrir les yeux, essayent de comprendre ce qui se passe. Les extraterrestres qui les rendorent, qui leur balancent des écrans en leur montrant des catastrophes nucléaires, en disant regardez ce qui va se passer dans 2 ans, va y avoir une explosion, et puis comme par hasard il ne se passe rien du tout. Tout ça, ça fait partie de la programmation. Tout ça, c'est pour, à mon avis, ces entités qui se nourrissent de nos peurs, qui se nourrissent de toutes nos émotions, ils font exprès de nous manipuler pour absorber une partie de notre énergie. Et là aussi, je suis d'accord avec Marc Gray, parce que moi, au tout début, quand j'ai étudié l'ufologie, bah, je pense que comme tout le monde, je lisais les témoignages, je me disais ah ouais, quand même, les extraterrestres, ça se trouve, ils sont super sympas, ça se trouve ceci, cela. Mais comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on a quand même des milliers de témoignages maintenant. Donc la personne qui dit on ne sait pas, c'est qu'elle n'a pas lu des bouquins. Je ne sais pas, il y a quand même, je vais prendre l'exemple du livre de John Mack. Il a fait pas loin de 1000 études de cas, je crois. Hein, donc quand tout se regroupe, au bout d'un moment, bah, malheureusement, moi aussi ça me fait mal hein, de dire que malheureusement, bah, toutes ces entités ne sont pas spécialement sympas. Bah, voilà, faut se rendre à l'évidence, quoi. Voilà. En tout cas, de toute façon, la programmation, clairement, en tout cas, la divulgation se fait, on le sait déjà depuis des années, des décennies, via les films, justement, à Hollywood, notamment un petit peu en France, éventuellement. Quoique avec la soupe aux choux, on va pas très loin, mais c'est surtout, disons, effectivement, aux États-Unis avec Hollywood, etc., où effectivement il y a énormément d'indices qui, donc, de toute façon, encore une fois, nous montrent des tas de facettes, et pour nous embrouiller, et pour nous donner donc certaines vérités. Oui, mais tu remarqueras que c'est quand même toujours le même scénario. Hein. C'est toujours c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire ce film. Oui. C'est que le scénario, c'est toujours les aliens exterminateurs qui viennent pour nous détruire, et puis les Américains qui viennent nous sauver. Donc c'est toujours, en plus, tout est. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que chaque année. Moi, je le vois sur Facebook, hein, et à chaque fois, il y a le même type de film qui sort, et à chaque fois, les gens, j'ai trop envie de le voir. Donc, ils voient la bande-annonce, ça explose de partout, les extraterrestres donc vous avez des gros bruits, etc. Des explosions, et les gens, ah, le grand spectacle, c'est super. Mais à chaque fois, c'est le même scénario, c'est le même film. Ils remplacent simplement les acteurs. Et je trouve ça terrible que les gens aillent dans les salles de cinéma pour dépenser leur argent, pour voir exactement la même chose chaque année. Et ça, c'est exactement comme on disait tout à l'heure, comme la politique. Chaque élection, c'est exactement la même chose. On en rediffuse exactement la même chose. C'est le cycle infernal. Et voilà, moi, je pense que
plus j'avance, c'est ce que je voulais dire le plus important pour moi ce soir, plus j'avance et plus je m'aperçois qu'en fait, tout ça, c'est de la programmation et qu'on vit à chaque fois la journée de la marmotte et qu'il faut absolument sortir de tout ça, quoi. Et malheureusement, bah, bon, je comprends qu'il y ait des gens qui adorent ce genre de film, etc., mais ils participent en fait à ce cycle, malheureusement, quoi. C'est terrible. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Voilà, bah, moi, le but de ce film, c'était de faire quelque chose un peu différent, donc de mettre des indices, etc. Et de ne pas montrer les aliens exterminateurs, mais de montrer de manière un peu plus subtile, justement, que l'aspect physique, en fait, qui viennent nous détruire. Non, ils ne viennent pas nous détruire, ils viennent pomper notre énergie. C'est bien plus subtil que ça, à mon avis. Voilà, c'est une manière de montrer quelque chose de différent, voilà, en toute humilité. Hein, mais, voilà. Nous sommes une forme de nourriture, de bétail, de toute façon, ça, on commence à le comprendre de plus en plus. Alors écoute, on arrive tout doucement vers la fin, je pense, de cette interview, de cette vidéo. Mon Dieu, ça file, hein, quand on est passionné comme ça. C'est vrai que sur des sujets, on pourrait parler des heures avec toutes ces références et toutes les expériences que tu as vécues, qu'on a vécues d'ailleurs tous, toutes et toutes. Donc, alors, ce fameux film, donc Les Gardiens de la Matrice, comment est-ce qu'on peut se le procurer, justement, Michel? Alors, il est disponible sur Vimeo. Donc, vous allez sur Google. Le mieux, c'est d'aller sur Google hein, et de taper Les Gardiens de la Matrice, Vimeo. Et puis, vous tombez directement sur la bande-annonce. Donc, ça vous permet déjà de voir à quoi vous allez être mangé, à quelle sauce vous allez être mangé. Et puis voilà. Donc, le film est disponible soit à l'achat, soit en location pour une durée de 48 heures. Voilà. D'accord, c'est ça. Et alors, par contre, on le rappelle, hein, on mettra le lien de toute façon sur le fameux documentaire, donc sur les traces des gardiens de la Matrice, qui finalement, je conseille peut-être éventuellement de regarder d'abord le film Les Gardiens de la Matrice avant, ou ça n'a pas trop d'importance. L'un comme l'autre, parce que on n'en a pas parlé, mais en fait, depuis que on a fait le documentaire avec Marc, les ventes du film ont explosé. Donc ça, j'étais super content. Donc finalement, il y a beaucoup de gens qui voient d'abord le documentaire et qui voient le film ensuite, qui sont intéressés parce qu'en fait, à l'intérieur du documentaire, quelquefois, il y a des petits passages, il y a des extraits du film en fait. Et je pense que ça a donné l'envie aux gens d'en savoir un peu plus, quoi. C'est très très bien. Est-ce que tu as encore des projets dans les mois à venir ou... Oui. Ah, le projet, ça serait de faire la suite, ça serait super. Donc là, je commence déjà, j'ai une idée de scénario qui est en cours. Et puis là, le week-end dernier, je me suis rendu à certains endroits pas loin de chez moi avec des décors magnifiques. Et je me suis dit, il faut que je tourne absolument là parce que je pense que voilà, le scénario est en train de se dessiner peu à peu et je pense que ça va se faire ces prochains mois. Alors, ben, justement, donc tu doubles ton film, hein, on entend justement ta voix, parfois on la reconnaît pas, voilà, il y a quelques modifications, je pense. Mais alors, tu es doubleur aussi? Ah non, ça c'est des modifications parce que moi je suis comédien. Alors, justement, parle-en. Et mon but au quotidien, c'est de faire des voix différentes. Donc il n'y a pas de transformation logicielle. Donc moi mon métier justement au quotidien, c'est de faire, quelquefois on me demande de faire des dialogues où je dois faire le rôle d'un jeune qui discute avec une personne âgée, etc. Donc je change ma voix. C'est mon métier au quotidien. C'est magnifique ça. Écoute, bienvenue sur les sentiers. Hein. Donc, si un jour j'ai besoin d'une voix off pour un teaser sur les sentiers, je ferai peut-être appel à toi alors. Ah sans problème. Mais j'en suis pas encore là. Pour l'instant, les sentiers, ça reste assez simple d'esprit pour l'instant. En tout cas, certains vont peut-être d'ailleurs même rajouter simple d'esprit dans le côté péjoratif de la chose. Soit. Mais bon, voilà, j'anticipe. Hein. C'est comme Jimmy Gueux, il anticipait aussi. Voilà. Donc, alors, écoute, est-ce que tu as un site internet ou comment est-ce qu'on peut te contacter éventuellement pour... J'ai une page Facebook donc sur Les Gardiens de la Matrice, déjà où on peut me contacter. Et puis voilà, après il y a d'autres projets en cours. Hein, donc on aimerait avec Marc faire un autre documentaire. Donc ça fait depuis le mois de janvier qu'on travaille quasiment quotidiennement à raison de pas loin de 2 heures par jour. Donc c'est un énorme travail où on voudrait faire un autre documentaire avec Marc.
Mais là, j'en dis pas plus, ça sera une petite surprise. Il y a encore pas mal de boulot, à mon avis, pas mal de semaines de Eh ben travail écoute, encore. d'ici là, de toute façon, on se reparlera, on se retrouvera sur les réseaux sociaux, etc. Et voilà, de toute façon, comme je le dis toujours, à chaque fois, si vous voulez donc commenter cette vidéo, poser des questions à Michel, éventuellement directement via sa page, ben faites-le. Franchement, voilà, Michel est quelqu'un de vraiment très très sympathique et puis surtout, voilà, très très simple et très humble. Je pense que c'est une énorme qualité, je pense, en ufologie. L'humilité, mon Dieu, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et puis surtout, bah, la passion, hein, encore une fois, ça c'est très 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 important. Cette passion qui nous anime tous. Et je pense qu'on est un petit peu tous là pour finalement la même chose, à savoir la découverte d'une vérité en tout cas, puisqu'il y en a toujours plusieurs. Voilà, écoute Michel, je te souhaite donc effectivement une bonne continuation en 2017, en 2018 et toutes les années qui seront Merci. prochaines. Et voilà, et donc moi je dis à tout bientôt aux auditeurs, n'oubliez pas donc de vous abonner, commenter cette vidéo, liker, etc. Faites comme chez vous, faites comme bon vous semble, et en tout cas merci de nous avoir écoutés. Et à tout bientôt, ciao ciao, salut.